Imaginez une arnaque si grande qu'elle pourrait déstabiliser tout un pays, menant à un coup d'État et à près de 50 ans sous une dictature. Aujourd'hui, nous découvrons comment des billets de banque ont failli ruiner le Portugal dans les années 20. Nous sommes à Oporto, au Portugal, en décembre 1925. Nous suivons un employé de banque ordinaire. Il est sur le point de découvrir quelque chose qui va secouer la nation entière. Et voici Alves Reis, le cerveau derrière ce qui va devenir l'une des plus grandes fraudes de l'histoire monétaire. À ses côtés, ses complices venus de toute l'Europe, prêts à lancer une opération d'escroquerie audacieuse. Lors de leur fabrication, tous les billets doivent être méticuleusement vérifiés. La production de faux billets nécessitait à l'époque des technologies d'imprimerie avancées, souvent rares, mais c'était sans compter l'imagination de nos escrocs. Ce jour-là, notre employé de banque trouve quelque chose d'inattendu sur son bureau. 4 billets de 500 escudos, avec le même numéro. Impossible, sauf si 3 d'entre eux sont des contrefaçons. Mais comment les distinguer quand ils sont parfaitement imités? L'enquête s'accélère. Armés des dernières technologies, les experts de la Banque du Portugal étudient minutieusement chaque billet, cherchant des indices invisibles à l'œil nu. Et là, la conclusion est sans appel. Aucune différence. Alors, ces 4 billets sont-ils authentiques? Le mystère s'épaissit. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais de nouveaux billets, avec d'autres doublons de numéros, sont retrouvés. Là encore, impossible de distinguer les faux des vrais. Alors, a-t-on affaire à un faussaire de génie? L'inquiétude est maximale. L'affaire est suivie en haut lieu. La chasse aux billets est lancée. Et une piste amène les enquêteurs directement à la Banque de l'Angola et de la métropole. Les enquêteurs découvrent que cette banque détient une quantité anormale de ces billets. Lorsque la police intervient, elle trouve des piles entières de billets encore dans leurs emballages originaux. Et sur chaque liache, une révélation choquante. Le nom de l'imprimeur, Waterloo & Sons, à Londres, connu pour être l'imprimeur officiel de la Banque du Portugal. Les ramifications de cette découverte sont immenses. Non seulement cela implique l'imprimeur officiel de l'État, mais cela suggère aussi une conspiration à un niveau jamais vu. Alors les dirigeants de la banque sont rapidement impliqués. Alves Reis et ses 2 complices, qui étaient appelés Bandeira et Silva, n'ont même pas besoin d'avouer, les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais quelle était l'étendue de cette fraude? Qui d'autres étaient impliqués? Il faut revenir en décembre 1924. Alves Reis, 28 ans, était habilement introduit auprès de Sir William Waterloo à Londres et il lui exposait une affaire sensible. Sir William Waterloo, un homme prodigieusement influent et très secret, était à la tête de la maison d'impression Waterloo & Son. Il imprime des billets de banque pour le compte de très nombreux pays. Et précisément, Alves Reis vient commander des billets destinés à la colonie portugaise de l'Angola. Son scénario est simple. Il commande une réédition à l'identique des billets imprimés pour le Portugal. Transitant via Lisbonne, on y rajoutera une mention spéciale pour circulation en Angola. Alors, impression évidemment qui ne sera jamais réalisée, mais l'explication arrive à convaincre Sir William Waterloo. Alves lui remet une série de documents officiels, parfaitement falsifiés évidemment. Cependant, toujours un peu méfiant, Sir Waterloo prend la précaution d'informer la Banque du Portugal de cette commande inhabituelle. Le courrier, habilement intercepté, n'arrivera jamais sur le bureau du gouverneur de la Banque centrale. Alors la commande sera payée grâce à de l'argent frais apporté par 2 aventuriers, le Hollandais Marang van Isselverde et l'Allemand Gustav Adolf Ennis. C'est alors que notre équipe d'escrocs sera confrontée à un problème de taille. Mais oui, mais comment écouler en toute discrétion une quantité industrielle de billets, mais parfaitement authentiques? La solution, simple et audacieuse, consistait à créer une banque. Et cette banque sera la Banque de l'Angola et de la métropole, dont l'activité principale était d'écouler le stock de billets de 500 escudos au portrait de Vasco de Gama. Mais rattrapée par la justice, l'équipe d'escrocs sera amenée devant les tribunaux. L'instruction durera 4 ans et remplit pas moins de 12 000 pages.
Le trio sera condamné à de lourdes peines de prison en 1930 à purger en déportation aux Açores. Mais l'affaire se complexifie rapidement. En effet, on découvre que des hauts responsables furent concernés par cette grande arnaque. La confiance publique dans l'État fut ébranlée. Des protestations débutèrent. En réponse au chaos croissant, l'armée intervient en 1926, marquant un tournant décisif. Un jeune professeur d'économie, étoile montante de la politique, apparaît comme providentiel. Il prend le pouvoir en 1932 et il ne le rendra que 50 ans plus tard. Antonio Salazar sera l'un des derniers dictateurs d'Europe. Les véritables gagnants de cette affaire, Gustave Einis et Marang, les financiers du complot, réussissent à échapper aux arrestations. Ils disparaissent sans laisser de traces et le monde n'entendra plus jamais parler d'eux. Leur crime a payé et il aura fait 7 millions de victimes.